Salut tout le monde. Et voilà, ça y est, on se retrouve dans mon nouveau bureau pour un nouvel épisode de La Folle Actu Ciné, le podcast. C'est le deuxième épisode parce que j'ai déjà sorti une critique ciné sur Wonka. Mais là, ce sera pas exactement le même concept, je vais t'expliquer. Moi déjà, c'est Marie, je suis journaliste et animatrice radio, je suis folle de mon chat Forky. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est que je suis surtout très accro au cinéma, aux séries, à toutes les petites anecdotes que ça comprend. Celles qu'on ne connaît pas encore, mais aussi celles qu'on connaît par cœur, parce que je sais pas, bon déjà j'aime bien radoter globalement dans la vie, mais parce que parfois aussi une anecdote partagée avec des personnes différentes t'apporte un autre regard, une autre vibe, une autre discussion, et c'est ça que j'aime, et globalement j'adore réécouter des histoires. Je sais pas si c'est que ça me rassure, si c'est que je les oublie et que du coup j'aime les réentendre une autre fois, mais en tout cas c'est ce qu'on va faire dans ce podcast. On va parler de nos coups de cœur, de flops, des films qui nous ont marqués personnellement, mais aussi ceux qui ont marqué toutes les générations ou toute une génération en particulier. La Folle Actu Ciné, le podcast épisode 2, c'est parti. Et pour ce nouvel épisode, j'ai décidé de m'attaquer à un de mes films préférés. Évidemment sur ce film-là, alors souvent la musique tient une place très importante dans les scénarios, mais je trouve que particulièrement dans Inception, elle a une place hyper importante, mais primordiale surtout. C'est vraiment presque un personnage à part entière, la musique. D'ailleurs, c'est une des BO qui m'a le plus marqué, elle a été créée par Hans Zimmer, sur lequel je ferai peut-être un épisode entier d'ailleurs, parce que bon, c'est un compositeur de génie, il a fait plus de 160 BO de films qui ont toutes été des classiques à travers les époques, à travers le monde, dont plusieurs films de Christopher Nolan d'ailleurs, et je trouve qu'à ce jour, c'est la collaboration la plus incroyable de ce monde, c'est celle-ci. Christopher Nolan et Hans Zimmer, c'est du génie à l'état pur en fait. Pour moi, c'est peut-être la collab qui me touche le plus, en tout cas dans le cinéma, et globalement dans toute forme d'art. Dans les musiques de leur collaboration, il y a évidemment la BO de Batman, celle d'Interstellar, qui est aussi tellement puissante d'ailleurs, et donc celle d'Inception avec la musique Time notamment, qui me fout des frissons à chaque fois que je l'entends. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je sais pas si vous pleurez vous aussi à chaque fois que vous l'entendez, mais moi là je suis à deux doigts. Voilà. Je suis pas assez proche de la caméra pour que vous le voyez. Ou si vous m'écoutez juste, vous pouvez pas voir mes yeux, mais je vous jure que ça me fout une émotion énorme. Et c'est ça la puissance de la BO d'Hans Zimmer, c'est qu'elle te transmet toute l'émotion du scénario, toutes les émotions des personnages par lesquels ils passent, ou les changements de direction, le changement de rythme, les tensions, c'est ça qui est incroyable. Est-ce qu'un de mes rêves c'est de voir Hans Zimmer en concert ? Oui, totalement. Est-ce que j'ai raté ces derniers concerts ? Est-ce que j'ai pas eu de place ? Oui, totalement. Voilà, on va passer sur ce sujet parce que ça me brise le cœur. À part la musique, il y a un casting évidemment 5 étoiles avec Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt et notre fierté nationale, Marion Cotillard. À part tout ça, c'est le scénario qui a vraiment eu mon cœur. Alors, peut-être que vous le savez pas, mais c'est seulement le deuxième scénario original de Christopher Nolan. Tous les films d'avant, excepté The Following, le suiveur, étaient tirés de livres, comme Le Prestige par exemple, qui était tiré d'un livre de Christopher Priest. Et pour ce scénario original, il a fait vraiment très fort, il a mis 9 ans à le réaliser, 9 ans entre le moment où il a eu l'idée et le moment où c'est sorti en salle, c'est quand même énorme, ça veut dire qu'il a vraiment beaucoup réfléchi. 9 ans à analyser ses propres rêves lucides, parce qu'il a eu beaucoup d'expériences de rêves lucides quand il était adolescent, et il s'est vraiment basé là-dessus, et c'est pour ça que le scénario est vraiment très bien ficelé.
complexe et cohérent en même temps, ce qui est pas simple à faire quand tu parles de rêve et de contrôle des rêves surtout. Et surtout à l'époque où c'est sorti, parce que c'est vrai que maintenant, tu vois beaucoup de gens sur TikTok parler de leur expérience de rêve lucide, parler de la manière dont ils arrivent à contrôler eux-mêmes leurs rêves. Donc c'est un peu plus démocratisé maintenant que ça ne l'était en 2010, et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il a été un peu précurseur sur le sujet, même si évidemment ça existait déjà, mais je trouve que maintenant on en parle beaucoup plus, donc ce serait beaucoup plus facile, entre guillemets maintenant, de créer un film sur le sujet en se basant sur des témoignages, en se basant sur des expériences d'autres personnes. Et surtout ce que j'aime avec Nolan, c'est ce qui se cache dans les détails. Donc on va se faire 5 petites anecdotes sur ce film que vous connaissez ou peut-être pas, mais quand même je le trouve très très fort. Et la première anecdote est pour moi celle qui prouve vraiment que Nolan pense à tout. Est-ce que vous saviez que la première lettre des prénoms de certains personnages principaux forme entre elles un acronyme et forme le mot Dreams. Donc le mot rêve, ce qui n'est vraiment pas un hasard, je pense, vu que le film parle de rêve. Et si tu rajoutes d'ailleurs les 3 derniers personnages qui manquent, donc la première lettre des 3 derniers personnages, ça fait Dreams Pay, ce qui est littéralement l'histoire du film. Les rêves paient, voilà. Autre secret caché dans un prénom d'un personnage, c'est dans celui d'Elliot Page, donc qui s'appelle Ariane, et qui a un prénom très important parce que c'est une grosse référence à la mythologie grecque. Alors, petit point mythologie. Selon le mythe, Ariane est la fille du roi de Crète et de Pasiphae. Elle est juste humaine, mais elle est aussi la demi-sœur du Minotaure, donc c'est un monstre né de l'union entre sa mère et un taureau. C'est Poséidon qui avait fait jaillir ce taureau des mers. Bon, voilà, on juge pas la mythologie. Et justement, ce Minotaure est enfermé dans un labyrinthe. Et là, vous allez peut-être faire la connexion avec le film Inception. Donc, il est enfermé dans un labyrinthe dans le royaume. Il se nourrit exclusivement de jeunes Athéniens qui sont sacrifiés, qui sont envoyés dans le labyrinthe et qui ont que 2 solutions. Soit ils sont mangés donc par le Minotaure, soit ils meurent de faim et de soif parce qu'ils retrouvent jamais la sortie du labyrinthe. C'est plutôt glauque comme histoire. Un jour, Ariane rencontre Thésée qui, lui, a pour volonté de tuer le Minotaure et elle tombe folle amoureuse de lui. Du coup, elle décide de l'aider dans sa quête et de lui donner une pelote de fil qu'il devra dérouler dès l'entrée du labyrinthe sans jamais lâcher le bout pour ensuite retrouver la sortie juste en rebroussant chemin, quoi. Bon, finalement, il réussit à sortir, mais l'histoire finit mal puisque au lieu de s'enfuir avec Ariane, avec cette femme qui vient de lui sauver la vie et qui est folle amoureuse de lui, il abandonne sur une île. Voilà. Sympa, ce petit Thésée. Bref, est-ce que vous avez capté le clin d'œil dans tout ça? Puisque dans Inception, Ariane doit construire des labyrinthes dans les rêves, enfin plutôt des rêves comme des labyrinthes, et dans la mythologie grecque, elle est la clé pour en sortir. Voilà. Avec ça, tu pourras briller en société. Ne me remercie pas, c'est cadeau, c'est pour moi. 3e anecdote, Joseph Gordon-Levitt aurait pu ne pas être dans le film, puisqu'à la base, c'était James Franco qui est en pourparlers avec Nolan. Pour parler? Oui, voilà, pour parler. Pour parler! C'était donc pour le rôle d'Arthur, mais finalement, l'emploi du temps de James Franco ne lui a pas permis de faire partie du film. C'est donc Joseph Gordon-Levitt qui a eu le rôle, et je trouve que c'est une très bonne chose, parce que je vois pas du tout James Franco dans ce genre de personnage. Enfin, dans ce genre de personnage peut-être, mais je trouve que vraiment, ça colle tellement à Joseph Gordon-Levitt que j'aurais pas vu quelqu'un d'autre que lui. Bon, je dis ça maintenant que c'est lui qui a le rôle, mais je trouve vraiment qu'il apporte un effet et une âme à ce personnage que peut-être James Franco n'aurait pas apporté. Par curiosité, je suis quand même allée voir quel film avec Franco était sorti la même année qu'Inception pour savoir quel était ce conflit d'emploi du temps. Donc il a été dans Manche Prième aux côtés de Julia Roberts. J'adore ce film, hein. Mais Franco, il n'a pas non plus un rôle hyper important dedans. Il joue son ex, enfin il est là un peu au début, un peu à la fin. Il fait des apparitions, mais bon, c'est pas un rôle principal. Et par contre, il avait le rôle principal dans le film 127 heures, qui est donc tiré d'une histoire vraie et qui a plutôt bien marché puisqu'il a rapporté 60 millions au box-office mondial, ce qui est pas dégueu. Mais ce qui n'est pas du tout comparable aux 839 millions rapportés par Inception cette année-là, quoi. En vrai, je crois que j'aurais la haine à sa place. Après, je veux pas parler à sa place. Mais je pense que j'aurais la haine. T'imagines, tu fais un choix comme ça, et t'aurais pu être dans un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, mais t'as choisi d'être dans Manche Prième. Qui est un très bon film, hein, je le répète. Mais voilà, faut jauger les 2 films, si tu veux. Après, je dis ça, mais ça se trouve, le mec, il est très content, hein, je vais pas parler à sa place. En vrai, j'ai grave le seum.
Quatrième anecdote, c'est que c'est un tournage qui a été fait à l'international et pas juste dans des studios aux États-Unis. Là, il y a des scènes qui ont été tournées à Paris, à Londres, à Los Angeles, à Tokyo, à Tanger ou encore à Calgary, donc en Écosse. Donc autant te dire que les équipes de ce film ont beaucoup voyagé et je pense que c'est ce qui fait aussi toute la réalité de ce film-là. Parce que c'est des vrais décors et ça nous emmène dans un monde qu'on connaît déjà. Et ça fait la beauté des images, quoi. Et enfin, la scène mythique du couloir a été tournée sans effets spéciaux numériques et ça, c'est fou. L'équipe avait en fait créé un long couloir capable de tourner à 360 degrés, ce qui recréait en fait l'effet d'apesanteur. Le couloir, lui, pouvait atteindre 8 tours par minute, ce qui n'est pas énorme. En effet, si tu compares ça à une machine à laver qui tourne à minimum 600 tours minute pour un linge délicat, mais ce qui n'est pas mal si c'est toi le linge délicat, concrètement. Et puis petit fun fact, il y a 500 personnes qui ont été mobilisées seulement pour cette scène-là, pour créer cette scène-là, et ça a pris 3 semaines de travail. Ce qui est beaucoup, mais ce qui donne une partie du chef-d'œuvre, et on les remercie pour ça. Et voilà les copains, cet épisode de La Folle Actu Ciné est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si Inception fait partie de votre top 10 de films comme moi, ou si pas du tout. Conseillez-moi vos films aussi, je les lirai avec plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Ciao, bye!